Bonjour à tous. Donc, pour illustrer justement ce partenariat santé-justice, on a choisi de faire cette présentation à plusieurs voix. Du coup, à la fois avec l'unité sanitaire du centre pénitentiaire Toulon-La-Farlède, avec l'administration pénitentiaire. Et puis, bien sûr, toutes ces actions sont construites en partenariat avec d'autres structures avec qui on travaille régulièrement, comme le SPIP, l'Éducation nationale ou les autres partenaires, qui ne sont pas là aujourd'hui, mais du coup, on souhaite illustrer justement ces nombreux partenariats dans les actions de promotion de la santé qu'on déploie. Alors que ce soit au centre pénitentiaire Toulon-La-Farlède, mais vous verrez qu'on illustrera aussi de quelques exemples d'actions qu'on mène à la maison d'arrêt de Draguignan, dans le Var également. Donc, en introduction, on abordera justement l'évolution de cette dynamique partenariale vers la co-construction des projets de promotion de la santé. On vous présentera aussi les différents acteurs impliqués qui, selon nous, sont importants d'impliquer pour la promotion de la santé. On vous fera part de notre expérience d'un processus de co-construction d'un programme de formation-action avec les partenaires et la plus-value de ce programme. Et puis, on illustrera cette dynamique partenariale avec 4 projets, 4 exemples concrets. Un jardin potager, du sport adapté, un groupe de santé communautaire et un programme de réflexion sur les addictions. Pour finir sur les freins et leviers de cette dynamique partenariale et les perspectives à venir. Oui, donc quand on parle de dynamique partenariale, quand je vois l'intitulé de cette communication, je vois un petit peu le long chemin parcouru par les soignants dans notre conception de la santé qui maintenant a évolué vers vraiment la conception d'une approche globale qui a pris de la distance avec nos objectifs opérationnels classiques de soignants hospitaliers. On a enfin abordé la pratique d'une approche en réseau, en proximité avec les partenaires, que ce soit pénitentiaires ou autres partenaires. Et notre culture a donc progressé vraiment dans l'esprit de la Charte d'Ottawa, où l'on doit s'inscrire si on veut échapper à une pratique technique répétitive qui risque de rester éloignée du vécu de nos patients et de générer des échecs à répétition lorsqu'il s'agit d'une population quand même à l'origine très éloignée de l'accès aux soins et avec des représentations en santé qui sont relativement faibles. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu notre vision, l'impact de cette culture sur notre pratique de soignants. Donc, initialement, le CODES est intervenu du coup au centre pénitentiaire de Toulon-La-Farlède. On intervient depuis 2006. Alors, à la base, sur des projets très spécifiques, par exemple sur les hépatites et addictions, puis sur l'hygiène bucco-dentaire. Puis petit à petit, les projets ont évolué vers des approches beaucoup plus globales, où on a construit des projets qui englobent plusieurs thématiques sur différents axes avec différents partenaires. Par exemple, à la fois des actions auprès des nouveaux arrivants, mais aussi avec l'éducation nationale sur des modules scolaires, à la fois des ateliers santé directement en détention. Donc vraiment avec des axes différents et toujours des temps de concertation, bien sûr, avec chacun des partenaires pour structurer des projets de plus en plus globaux. Cette évolution aussi, elle s'illustre au niveau national. En 2019, il y a eu quand même un colloque aussi promotion de la santé en milieu carcéral qui était porté à la fois par le ministère de la Justice et le ministère de la Santé. Et cela s'illustre encore aujourd'hui avec ce colloque régional. Donc, c'est des dynamiques qui nous paraissent importantes et intéressantes, ce décloisonnement entre la santé et la justice. L'évolution aussi de nos projets de promotion de la santé se fait naturellement par la connaissance acquise lorsqu'on met en place nos actions sur le terrain et qu'on identifie au fur et à mesure les besoins des publics avec de plus en plus de finesse, mais toujours en lien aussi avec les difficultés du milieu carcéral et du coup une meilleure fluidité qui se construit dans ces partenariats, avec par exemple des temps de coordination qui sont partagés où tous les partenaires sont présents au comité de pilotage, ou quand on fait des comités de pilotage au CODES, vient également l'administration pénitentiaire, où les partenaires participent au comité santé, et c'est justement ces liens-là qu'on souhaite mettre en valeur. Et cette évolution, elle se nourrit aussi de l'expertise réciproque, à la fois pour le CODES, puisqu'on a un intervenant extérieur à la base. Donc, au fur et à mesure d'intervenir depuis toutes ces années en milieu carcéral, on acquiert une expertise. Et puis, à la fois aussi pour l'unité sanitaire
et l'administration pénitentiaire sur les concepts de promotion de la santé où c'est pas forcément intégré dans les formations initiales de ces personnels. Donc, on voit bien qu'il y a une question de dynamique interne qui évolue petit à petit vers des projets de plus en plus globaux. Alors, différents acteurs impliqués dans la promotion de la santé. Donc, la promotion de la santé est une des missions, on va dire, confiées aux unités sanitaires. Et en soi, elle ne peut pas se faire sans les autres partenaires, l'administration pénitentiaire, acteur incontournable, mais du coup aussi le SPIP, l'éducation nationale, puisque nous, notamment dans le projet mené à la Farled, ben, du coup, on intervient en partenariat et en co-construction avec les enseignants pour faire des ateliers auprès des personnes directement pendant les cours, avec le SPIP et avec d'autres associations comme l'EXAPA, AIDE, et la PJJ, bien sûr, aussi. Également, on a pu organiser des événements ou des projets, alors des événements sportifs où il y a des volets santé, mais en projet, on a aussi, par exemple, des projets autour du SIDAction, du Téléthon, qui sont à destination aussi à la fois des personnes détenues, mais aussi des personnels. Donc, c'est cette idée que le partenariat, il y a la personne détenue qui est au cœur de nos projets, mais qui peut aussi s'ouvrir un petit peu pour bénéficier aussi au personnel de l'administration pénitentiaire. Alors, la promotion de la santé, un outil fédérateur et au croisement aussi des objectifs de chacun. Ce qui nous semble important de souligner, c'est qu'à la base, on a quand même chacun comme partenaire des objectifs différents, avec des préoccupations différentes. Mais ces points de vue, on arrive à les faire se rejoindre autour de la personne détenue elle-même, qui a ses propres objectifs aussi et qui peuvent être bien différents des nôtres. Donc, quand la personne arrive en détention, ben, la santé va peut-être pas être du coup sa priorité, mais c'est un moment qui peut être mis à profit, un temps d'introspection pour que la personne prenne mieux en compte sa santé physique et sa santé psychique. Et du coup, on voit un petit peu sur cette slide les objectifs de chacun, par exemple, où l'US, ben, l'objectif, c'est plutôt l'accès aux soins, la prévention, l'administration pénitentiaire. On a les objectifs de l'administration pénitentiaire qui sont plutôt d'assurer la sécurité des personnes, le maintien d'une certaine qualité de vie en détention. Pour nous, le CODES, Comité départemental d'éducation pour la santé, c'est plutôt de développer la promotion de la santé. L'éducation nationale, développer les compétences des personnes. Pour le SPIP, plutôt la réinsertion. Et d'autres objectifs des partenaires sur le dépistage, la parentalité. Et l'idée, c'est qu'on se rejoigne tous ensemble autour des projets de promotion de la santé, dans l'intérêt aussi, dans l'intérêt principal des personnes. Du coup, on voulait vous illustrer un petit peu ce partenariat avec un processus de co-construction d'un programme de formation-action. Donc, en fait, en 2018, les hôpitaux de rattachement des unités sanitaires ont été dotés d'un budget par l'Agence régionale de santé PACA pour mettre en place des programmes de promotion de la santé, donc soit des formations, soit des actions, des programmes pluridisciplinaires qui étaient destinés du coup aux unités sanitaires, mais pas seulement. L'idée, c'était vraiment que ce soit aussi à destination des personnes de l'administration pénitentiaire, des partenaires, du SPIP, etc. Et du coup, ce processus de co-construction a été complexe, mais l'idée, c'était vraiment que ce soit une démarche volontaire et que chacun des partenaires y adhère. Donc, on vous a illustré par ce schéma un petit peu ce processus de co-construction. Donc, on a fait le choix de faire des groupes de travail pour essayer de construire un programme commun avec des premiers temps d'échange libre autour des concepts de promotion de la santé pour essayer de faire émerger les besoins. On a réussi, avec la crise sanitaire au milieu, ensuite de se réunir à nouveau en janvier pour essayer de recenser à nouveau tous ces besoins des partenaires, quelles étaient les thématiques prioritaires et ce qu'on pouvait mettre en place aussi. Puis, on a pu prioriser ces besoins, notamment avec un questionnaire en ligne, et faire valider ce programme pour mettre en place un programme qui soit à la fois adapté, qui réponde aux besoins et aux priorités aussi de chacun des centres pénitentiaires, donc là, pour le coup, sur la Farled. Et on a abouti, du coup, à la construction d'un programme en 2021
avec par exemple des formations sur les premiers secours en santé mentale, avec un groupe de travail qui réfléchit sur monter des nouveaux projets en promotion de la santé avec un accompagnement méthodologique du CODES, avec des temps de formation et des temps d'échange sur la prise en compte des troubles psychiques en milieu carcéral et une formation sur les conduites addictives. Donc, c'est pas forcément simple à la base de tous se réunir, d'identifier les besoins prioritaires, d'arriver à un consensus. Mais voilà, on voulait illustrer justement cette démarche et ce chemin parcouru pour arriver à cette mise en place de programmes sur la FARLED. Ce que je voudrais aussi souligner, c'est l'exemple de Draguignan, où il y a eu une volonté très forte de l'administration pénitentiaire et de l'unité sanitaire pour former 50 agents de l'administration pénitentiaire et de l'unité sanitaire sur chacune des 3 thématiques autour de la santé mentale. Donc à la fois sur des modules de premier secours en santé mentale, qui a du coup un programme importé d'Australie, reconnu sur un programme basé sur des données probantes, avec des formations déployées en France. Un autre module qui est déployé aussi du coup sur plusieurs sessions pour former 50 agents sur le repérage et l'accompagnement des troubles psychiques, et du coup des modules de formation sur la communication non violente. Donc c'est pas moins de 10 modules de formation qui sont programmés pour l'année 2021 à Draguignan. Et ça montre aussi la nécessité de former l'ensemble des acteurs à tous les niveaux, à la fois du surveillant au médecin, en passant par les intervenants extérieurs et les agents du SPIP et de tous les partenaires. Alors, ça se met en place aussi au centre pénitentiaire de Toulon, ces formations. Et c'est vraiment intégré par les personnels pénitentiaires comme une action de formation tout à fait classique, sans distinction ni rattachement au parcours d'éducation de santé ou l'unité sanitaire, ni le CODES. C'est vraiment intégré à la formation continue, en fait. Donc, il y a tout un travail aussi de partenariat avec les personnels pénitentiaires aussi en charge de l'organisation des formations. Donc, ce qui s'illustre aussi sur le fait qu'il a fallu adapter à la fois les formats, les contenus, les canaux de communication, puisque du coup, c'est pas aussi simple que quand on met en place une formation, par exemple chez nous au CODES comme organisme de formation, mais du coup qui demande un petit peu plus d'adaptation et de travail organisationnel. Les points clés, c'est que ça permet l'implication de toutes les parties, comme disait Madame Souya, et que ça permet aussi la concertation avec les personnes clés pour une mobilisation générale. Donc ça, c'est indispensable. Sur la plus-value, du coup, je laisse prendre la parole à Laurence. Voilà, donc la plus-value de ces formations partagées, c'est évidemment une base de connaissances communes, et l'interconnaissance des personnels œuvrant aussi bien au niveau de la santé pénitentiaire, le SPIP, éducation nationale, avec un décloisonnement de notre façon de fonctionner autour de la personne détenue, bien sûr dans le respect réciproque de nos secrets, enfin, comment dire, nos devoirs de confidentialité respectifs, bien sûr. Et une meilleure qualité de dialogue, bien sûr, autour de la situation des personnes. Et tous ces éléments ont également un impact sur le fonctionnement de l'unité sanitaire, parce que ce décloisonnement qu'on travaille à opérer entre les différents partenaires de l'établissement se retrouve également au sein de l'unité sanitaire, puisque on arrive à décloisonner les fonctionnements entre les spécialités telles que le service, l'unité somatique, l'unité en addicto, l'unité en psychiatrie, le service social. Voilà. Donc on arrive à un fonctionnement beaucoup plus homogène, cohérent autour de la personne détenue. Ça, c'est une plus-value, en tout cas pour nous, qu'on perçoit directement. Et donc, je disais que le grand intérêt aussi de ces formations, c'est de mettre autour de la table sur des thèmes communs des personnes qui, malgré ce qu'on pourrait imaginer, sont finalement pas habituées à travailler ensemble et connaissent pas justement les difficultés des uns et des autres. Moi, j'ai été très surprise des échanges entre eux, par exemple des infirmières et des surveillants ou des lieutenants, parce que ça leur permet vraiment après de mieux travailler ensemble, de se connaître, de partager vraiment la réalité autour des personnes détenues, alors qu'on pourrait imaginer dans un premier temps, si on ne connaît pas bien le milieu, que ces personnes travaillent quotidiennement ensemble. En fait, ils travaillent autour des mêmes personnes avec des objectifs différents et pas justement ensemble. Donc là, on vous a illustré un petit peu justement la dynamique partenariale qui se construit autour de ce programme de formation-action et du coup tout l'intérêt qu'on peut y trouver.
Donc cette dynamique partenariale, on va en faveur de la promotion de la santé. Ce qui nous semble important aussi de souligner, c'est que dans le cadre de la Charte d'Ottawa, on sait que pour avoir un impact plus important sur l'état de santé des populations, c'est important et c'est intéressant de développer des projets qui agissent sur 5 stratégies différentes, qui sont illustrées dans les 5 carrés. Donc à la fois d'élaborer des politiques publiques saines, de créer des environnements favorables, des milieux favorables à la santé, de renforcer l'action communautaire, c'est-à-dire l'action par les pairs et la pair aidance, de développer les compétences individuelles, les aptitudes individuelles des personnes et de réorienter les services de santé. Donc on vous a illustré un petit peu avec les différents projets des exemples qui s'inscrivent dans chacun des 4 axes, notamment sur le milieu favorable, et ça peut être la mise à disposition de matériel dans l'environnement, donc la mise à disposition de préservatifs, le fait de rendre accessibles des actions spécifiques comme du sport santé ou avec du matériel adapté, des campagnes de communication qui vont être faites au sein du milieu carcéral ou des espaces de socialisation. Au niveau de l'action communautaire, des actions par les pairs ou par exemple tout notre travail avec le groupe de santé communautaire. La pair aidance ou les co-détenus de soutien s'inscrivent dans ce 3e axe de promotion de la santé. Le journal interne Murmure, qui est aussi élaboré par des personnes détenues, et le canal vidéo interne auquel contribuent des personnes détenues pour créer des nouveaux supports via le groupe de santé communautaire, par exemple aussi. Tous les ateliers collectifs d'éducation pour la santé ou des ateliers qui peuvent être faits, par exemple, au CATTP, où l'accompagnement individuel à visée éducative va s'inscrire dans ce 4e axe. Et puis tout ce qui est offre de soins, développement de nouvelles consultations en fonction des besoins ou la formation partagée des professionnels de santé s'inscrivent aussi dans la réorientation des services de santé. Donc l'idée, c'est vraiment ce qu'on veut souligner, c'est que développer un projet de promotion de la santé, peut-être qu'on va penser initialement à mettre en place des nouvelles actions collectives auprès des personnes détenues, mais il faut aussi prendre en compte tout l'environnement, essayer de jouer aussi peut-être sur le milieu, sur développer des actions communautaires par les pairs et peut-être essayer d'associer le plus possible l'unité sanitaire pour voir comment aussi, quels sont les liens à faire, comment réorienter les soins. Et cela montre bien aussi l'évolution du coup où on passe de la gestion du collectif, mais dans ce collectif, on va aller aussi vers une prise en charge individualisée dans le sens où, par exemple, on va faire un atelier collectif. On a peut-être prévu un contenu prévisionnel, mais on va aussi s'adapter aux attentes individuelles des personnes dans cet atelier. Et on va aussi s'attacher à la fin de l'atelier à prendre en compte les besoins de chacun, les demandes spécifiques de rendez-vous ou de dépistage ou de vaccination à l'unité sanitaire et de faire aussi bien du lien avec chacun des partenaires pour essayer de fluidifier un petit peu ce parcours de la personne. Je vais peut-être souligner à ce niveau-là, peut-être souligner à cet égard concernant l'offre de soins et la formation partagée pour les soignants, la nécessité vraiment, il y a des acteurs clés au niveau de l'unité sanitaire à repérer, que sont le médecin coordonnateur et le cadre de santé, qui sont à même de donner un peu une visée plus globale à l'action des soignants et d'animer vraiment de maintenir la dynamique, une dynamique de réseau. Voilà, et c'est un peu les fils conducteurs en dépit des changements de personnel qui peuvent soutenir vraiment ce partenariat. Donc maintenant, on va vous montrer on va illustrer avec 4 exemples concrets. Donc, je vais laisser la parole à Axel, mon collègue, qui s'occupe du projet Canal Santé Sport sur l'activité physique adaptée sur ordonnance. Il va vous parler un petit peu de ce partenariat. Bonjour à tous. Donc, l'idée est venue en 2017 suite à un besoin exprimé par les personnes détenues, par l'unité sanitaire et par l'administration pénitentiaire de développer une action autour de l'activité physique adaptée. Cette action, elle est partie de 3 constats. Donc, on a pu constater l'impact de la sédentarité des personnes détenues au plan physique, mais aussi sur le plan psychique. La pratique sportive qui est souvent inadaptée, notamment avec la culture du corps en milieu carcéral et une certaine forme de violence dans la pratique physique. Et l'idée aussi qu'il n'y avait aucune activité physique adaptée encadrée au sein du centre pénitentiaire de Toulon-la-Farlède.
Donc, ce projet d'activité physique adaptée, il se déroule sur des modules qui se déroulent sur 3 mois. Donc, chaque personne détenue inscrite dans le module bénéficie de 25 séances d'activité physique. Au départ, donc, les personnes peuvent s'inscrire sur le modèle du volontariat. Elles rencontrent le médecin qui propose un bilan médical. Elles rencontrent ensuite le kinésithérapeute qui leur propose un diagnostic kiné et qui ensuite, suivant les besoins, renvoie la personne vers l'enseignant en activité physique adaptée qui intervient donc au gymnase avec la présence des moniteurs de sport. Autour de ces ateliers d'activité physique adaptée, il y a également des ateliers d'échange qui se déroulent avec ces mêmes personnes détenues et qui sont réalisés en partenariat avec l'unité sanitaire, donc soit avec une infirmière ou encore avec le psychologue de la prison comme Adrien Perrault par exemple. Sur l'addiction. Ce projet a aussi permis de mettre en place un événement sport santé autour de la pratique du badminton sur une journée en 2019. Et cette journée a été en grande partie mise en place par des personnes détenues, donc pour d'autres personnes détenues là-dessus. Voilà pour le projet. Le deuxième exemple est l'exemple du projet potager qui est porté par l'administration pénitentiaire. Donc, on va donner la parole à Madame Souya. Au niveau du centre pénitentiaire, on a eu une volonté commune de s'orienter davantage vers la prise en compte de l'environnement méditerranéen et notre environnement à tous, et de rapprocher les personnes détenues vers l'extérieur via ce canal. Donc le projet au départ était porté par la détention et par le SPIF. Et en essayant d'intégrer l'ensemble des partenaires pour, comme sur le principe de la Charte d'Ottawa, faire une émulation générale de l'établissement, il nous a semblé assez naturel de se rapprocher de l'unité sanitaire et de l'éducation nationale. Et donc très prochainement va s'ouvrir notre zone potagère au sein de l'établissement avec un double objectif. Donc, une association porteuse qui sera sur le partage de connaissances et la mise en œuvre d'un potager basé sur la permaculture, la gestion des déchets et l'intégration de ce dispositif au sein de l'établissement. Et puis, donc via le CRPPP et les services psychiatriques de l'établissement, c'est raccroché une action jardin thérapeutique qui, là, dans ce cadre, prendra également un autre groupe de patients en charge pour les rapprocher du travail de la terre, développer des compétences, travailler sur l'estime de soi, sur aussi le travail en groupe dans un autre environnement que l'environnement carcéral typique, les salles d'activité, l'unité sanitaire, et de voir leur évolution par ce biais-là. Et ce qui nous permettra aussi d'ouvrir cette partie-là et de rapprocher cette partie-là à d'autres actions sur la diffusion de la culture, des connaissances, des actions en lien avec l'environnement, mais aussi la santé. Donc pour l'instant, rien n'est fermé sur ce projet-là, mais l'ensemble des acteurs de l'établissement sont dans la volonté d'y participer. Et c'est vrai qu'on est dans cette dynamique qui a été créée entre les différents pôles de l'établissement pour permettre un développement d'actions en partenariat réel avec une implication de tous, et y compris sur des projets un peu atypiques, puisque la création d'un jardin de potager sur un établissement un peu ancien, contrairement à Draguignan, au départ, ça peut rencontrer quelques freins, notamment des partenaires pénitentiaires. Mais là, on se rend compte que les murs commencent à se soulever un peu et ça se met en place. Donc, on a de grands espoirs de faire de belles actions sur ce point-là. Du coup, le troisième exemple, c'est l'exemple du groupe de santé communautaire.
Donc, dans le cadre de notre projet de promotion de la santé, on a un axe qui est développé avec un groupe de santé communautaire, c'est-à-dire que c'est un groupe de personnes détenues qui sont investies, alors pas sur 1, 2, 3 ateliers, mais qui est un groupe constitué finalement sur plusieurs mois, voire sur l'année. Et l'idée, c'est vraiment, du coup, ils y trouvent aussi finalement un espace de socialisation, mais c'est l'idée qu'ils travaillent, eux, en fonction aussi des besoins qu'ils identifient ou des besoins de la population carcérale, qui travaillent sur des outils de communication, des outils pédagogiques ou sur des spots vidéo en lien avec la santé. Donc ça peut être selon les besoins qu'ils identifient eux et les envies sur lesquelles ils ont envie de travailler, enfin les thématiques qu'ils souhaitent développer. Ou ça peut être des fois aussi un besoin qui vient de l'unité sanitaire. Par exemple, il y avait eu, on va vous illustrer après, besoin de travailler sur un petit support pédagogique sur l'hygiène bucco-dentaire et du coup, c'est le groupe de santé communautaire après qu'on a sollicité pour travailler comme ça. Donc ça peut être aussi à la demande des partenaires ou à l'initiative des personnes elles-mêmes. Et on s'aperçoit aussi que finalement, indirectement, ça développe leurs compétences psychosociales, l'estime d'eux-mêmes. Et on sollicite aussi ce groupe de santé communautaire, notamment après sur l'organisation d'événements, pour les investir et qu'ils soient aussi partie prenante de l'animation d'événements santé ou d'éducation pour la santé. Et cette illustration avait commencé avec les Jeux pénitentiaires en 2014, où du coup ce groupe de santé communautaire a été très investi et a pu du coup avoir des autorisations de sortie de l'établissement pour venir animer à nos côtés, et d'ailleurs avec l'EXAPA aussi, des stands d'addiction à Saint-Raphaël, mais du coup voilà, des événements aussi internes comme le tournoi de badminton ou comme on travaillera peut-être là sur le Téléthon ou le site d'action. C'est vrai qu'on n'hésite pas à solliciter ce groupe de santé communautaire qui du coup est constitué de personnes issues des différents bâtiments du centre pénitentiaire. Donc un projet par les pairs, mais qui est aussi soutenu par les partenaires. Donc vous voyez ici sur cette slide quelques productions, ici sur l'hygiène bucco-dentaire en haut à gauche ou sur le gaspillage de l'eau en détention. Il y avait eu un événement sur le dépistage et là c'est un outil pédagogique créé autour de 4 thématiques et qui avait fait d'ailleurs l'objet d'une journée d'échange au CODES avec les partenaires pour pouvoir tester l'outil et faire les retours sur la constitution de cet outil. Et du coup, le 4e exemple, je vais passer la parole à Mylène sur un programme qui est développé à Draguignan, cette fois à la maison d'arrêt de Draguignan, un programme de réflexion sur les addictions et la dépendance intitulé le PRAD. Oui, on a choisi de vous en dire quelques mots parce que c'est un projet qui, a priori, n'a pas du tout démarré sur le même mode partenarial dont on vous parle depuis tout à l'heure, puisqu'en fait, c'est vraiment une demande de l'AP de mettre en place un groupe pour des personnes qui, au sein de la détention, sont consommatrices de produits stupéfiants et qui sont repérées comme telles et qui sont donc qui passent au prétoire à cause de ça. Donc, on nous a demandé d'animer des modules de 3 séances pour ces personnes. Et malgré qu'on soit parti sur une dynamique qui était moins partenariale, ce qu'on peut se dire, c'est que elle a pu se mettre en place en toute confiance de part et d'autre, d'abord parce qu'on se connaissait bien, parce qu'on travaillait ensemble habituellement, et puis qu'on s'est rendu compte que sur ces 3 séances, à la fois ça permettait de réorienter des personnes sur l'US, de les réorienter, d'avoir des liens avec la détention, d'avoir des liens avec le SPIP parfois, et donc vraiment de continuer cette dynamique partenariale parce que à côté, dans les formations, dans les actions qui sont mises en place, eh bien, il y a quelque chose qui se noue et qui fait qu'on peut vraiment travailler au plus proche des besoins des personnes et qu'on a pu répondre comme ça à une demande spécifique de la paix. Et une action qui se met en place aussi, tu disais, au quartier disciplinaire. Alors, oui, c'est une action en plus qui démarre, donc souvent quand les personnes sont condamnées parfois à aller au quartier d'isolement, et c'est le seul moment, au quartier disciplinaire, oui, pardon, et c'est le seul moment où effectivement ils peuvent sortir du quartier disciplinaire pendant le temps de leur peine pour venir sur ce groupe. Et donc à 3 séances qui leur sont, alors elles sont pas obligatoires, elles sont fortement recommandées. Il se trouve qu'ils viennent systématiquement, que la plupart d'entre eux après souhaitent intégrer des groupes de réflexion sur le stress et les addictions qui sont mis en place sur le centre pénitentiaire, enfin qui étaient, parce que là on a un peu stoppé avec la crise sanitaire.
Donc, ils continuaient finalement, ils initiaient une démarche et c'est quand même assez intéressant de se dire que ça démarre sur une obligation et que dans la majorité des cas, plus de la moitié des cas, ils souhaitaient continuer après. Ils continuaient quand ils étaient évidemment plus au quartier disciplinaire parce que ça dure pas et que ils réintégraient leurs cellules. Donc, c'est vraiment une action qui finalement s'est avérée très, très positive pour les personnes, je pense. Donc, on a essayé de vous illustrer, je vois que le temps file, il nous reste trois petits diapos pour vous présenter les freins, les leviers et les conclusions. On a essayé de vous illustrer avec 4 exemples un petit peu concrets ces partenariats qu'on développe dans des actions différentes. Les freins qu'on peut rencontrer, Laurence va vous en faire part sur cette dynamique partenariale. En tout cas, nous, on l'avait bien repéré au niveau des soignants, hein, une culture professionnelle qui n'est pas encore très ouverte hein, sur le concept global de la santé, sur le travail en réseau pluriprofessionnel. Voilà. Donc déjà, voilà, avant même de parler des partenaires, on a regardé un petit peu ce qui nous concernait. Toutefois, ça permet quand même de travailler autour de l'interconnaissance des métiers. Hein, et il faut quand même s'organiser au niveau des différents secteurs pour avoir un fil continu, d'avoir toujours des personnes référentes de ces partenariats. Alors, par exemple, on disait tout à l'heure au niveau de l'USMP, c'est en général le cadre de santé hein, qui est un pilier hein, dans cette organisation et le médecin coordonnateur. Voilà, pour le travail également sur le contenu des projets, l'initiation des projets. Il faut reconnaître que la structure où nous travaillons est une structure extrêmement complexe où on a toutes les raisons de faire du cloisonnement et de l'étanchéité entre les différents acteurs et c'est cela que la promotion de la santé finalement peut combattre. Voilà. Et après, les ressources humaines sont parfois limitées pour développer la promotion de la santé ou en tout cas, on voit que pour développer ces projets, il nous faut des temps de concertation communs et que c'est indispensable. Donc, il faut vraiment aussi, on essaye hein, de se mobiliser ensemble pour développer ces projets-là. Les leviers, du coup, c'est la pluridisciplinarité des acteurs avec des compétences diversifiées et complémentaires de chacun des partenaires. La volonté des acteurs de partager, de travailler ensemble, c'est très important. Des financements par la RS-PACA ou la MILDECA pour développer ces projets de promotion de la santé. Et donc, c'est indispensable aussi. L'acteur légitime pour coordonner tous ces projets qui est l'USMP. Un soutien fort de l'administration pénitentiaire pour la mise en œuvre de ces projets de promotion de la santé. Et puis, nous avons aussi des guides au niveau national sur lesquels on peut s'appuyer, le guide méthodologique pour la prise en charge sanitaire des personnes sous main de justice, les recommandations nationales, les stratégies de santé publique et des conventions signées au niveau des établissements. Un acteur spécialisé aussi en promotion de la santé qui est le CODES 83 et finalement qui agit un peu comme un catalyseur pour ces projets de promotion de la santé qui sont en partenariat avec l'AP, l'USMP et les autres partenaires et qui voilà, on soutient l'organisation et la motivation, en tout cas de maintenir cette dynamique et l'implication, la motivation des soignants pour s'associer à ces projets. Donc cette évolution, on vous l'a illustrée avec cette frise chronologique puisqu'on intervient depuis 2006 au centre pénitentiaire Toulon-la-Farlède et vous voyez ce qu'on disait tout à l'heure, on est intervenu au départ sur des projets très thématiques et puis petit à petit ça a évolué vers des projets beaucoup plus globaux en intégrant du sport santé, le dépistage organisé du cancer colorectal et du coup avec ce programme maintenant de formation-action et donc vers une action qui devient de plus en plus globale. En conclusion, et les perspectives, peut-être un point encore d'amélioration qu'on pourrait souligner, ce serait d'impliquer les personnes détenues. Alors comment? Ça reste une question, mais dès la conception des actions. L'importance aussi, on voulait souligner de la promotion de la santé comme partie intégrante du projet de l'établissement pénitentiaire, mais aussi l'intégration de l'établissement dans son environnement local, par exemple en l'associant au projet territorial de santé mentale dans le Var. La dynamique de promotion de la santé qui doit être portée par tout le collectif. L'évolution aussi qui est importante au niveau national vers une politique globale en décloisonnant les ministères de la Santé et de la Justice pour avoir une réflexion plus globale aussi. Et puis au niveau de nos actions aussi à la Farlède, des perspectives pour
essayer de développer des actions plus particulièrement au niveau des personnes vulnérables souffrant de troubles psychiques ou une réflexion sur les personnes âgées, personnes avec handicap ou en quartier d'isolement. Et puis, du coup, aussi des réflexions à mener sur l'avenir du centre pénitentiaire de Toulon avec la perspective de l'ouverture de la structure d'accompagnement à la sortie, hein, la SAS, où on aura 180 places avec une orientation forte sur le lien dedans-dehors. Et vu les profils des personnes qui seront accueillies dans cette SAS, les parcours d'éducation à la santé, quels qu'ils soient, seront vraiment au cœur de la discussion. Et la SAS comme un quartier mineur, finalement, ne peut être que conçu en partenariat très important entre les différents pôles qui travaillent autour et pour les personnes détenues dans une administration pénitentiaire, dans un milieu tel que le nôtre, hein, donc l'éducation santé, les USMP, l'éducation nationale et tout ce qui tourne autour du service pénitentiaire d'insertion, les partenaires et l'administration pénitentiaire. On est vraiment sur des perspectives fortes sur 2022, hein, qui vont vite arriver. On vous remercie du coup pour votre attention et on reste du coup disponible pour répondre aux questions. Alors, les personnels soignants, il y a une organisation des ateliers, une planification des ateliers qui se fait quand même en général au moins 6 mois à l'avance, si ce n'est sur l'année. Et du coup, avec la cadre de santé, l'équipe infirmière, on mobilise en fait les soignants qui sont souvent référencés, c'est-à-dire par exemple qui s'occupe plus du diabète, de l'alimentation, qui s'occupe plus de La BPCO, qui s'occupe plus des hépatites addiction. Il y a l'équipe psy, effectivement, peut-être sur le sport, santé, estime de soi, etc. Donc, on essaie à chaque fois de rattacher, en fonction du calendrier, de rattacher les soignants les plus, disons, bien sûr, il faut qu'ils soient motivés. On essaie de les motiver, en tout cas, et en fonction de leur référencement. Voilà, de manière à ce qu'il y ait une implication un peu régulière de ces soignants. Il y a aussi la présentation des acteurs du CODES 83, des chargés de mission qui interviennent aussi sur des temps de relève infirmière, qui font également des temps d'information sur les actions qui sont mises en place sur le centre pénitentiaire. Voilà, donc c'est une mobilisation générale et surtout transversale, c'est-à-dire qu'on essaie de mobiliser non pas en référencement, mais pas simplement dans les spécialités psychiatrie, addicto et somatique, essayer vraiment de faire de la transversalité à ce niveau-là. Et du coup, ça se fait, du coup, on établit un calendrier sur l'année, des ateliers thématiques en choisissant éventuellement les thèmes avec l'unité sanitaire. Et du coup, une fois qu'on a le calendrier, c'est là où le rôle de la cadre de santé aussi est incontournable, c'est qu'elle va aussi faire le planning des infirmières référentes qui vont se mobiliser sur l'atelier en fonction des ateliers aussi à venir. Elle va faire en sorte qu'elles puissent être disponibles pour l'action. Donc, on a à la fois le fait qu'il y ait des infirmières référentes thématiques. Typiquement, sur le projet du dépistage du cancer colorectal en milieu carcéral, si on n'avait pas une infirmière référente sur ce dossier-là qui suit justement tous les tests à réaliser et qui fait du lien suite aux ateliers collectifs, ça pourrait pas être suivi comme ça et avoir des si bons résultats. Donc, c'est pareil sur les autres thématiques. C'est vraiment l'idée que sur les ateliers d'éducation pour la santé, on puisse associer des personnes référentes et que ce soit vraiment organisé dans les plannings. D'un point de vue, ça s'inscrive dans le travail des personnels. Voilà. Je vous remercie pour cette présentation très complète, en tout cas, qui donne envie. On voit que ce partenariat se construit depuis maintenant 15 ans et que j'ai l'impression que une des conditions vraiment indispensables, c'est que finalement tous les niveaux puissent être associés à ces réflexions, à ces échanges et à cette co-construction, donc au niveau des directions, au niveau des coordinations, mais aussi au niveau des professionnels et jusqu'au niveau des détenus. Voilà, et je pense que c'est quelque chose qui se travaille, enfin vous allez me le confirmer, mais qui se travaille petit à petit, d'année en année, et finalement avec patience et avec peut-être aussi parfois des ratés, et puis des réussites. Et du coup, j'ai l'impression que vous êtes dans une dynamique. Les perspectives 2021 ont l'air
assez conséquente, mais néanmoins très intéressante. Donc, merci beaucoup pour ce témoignage. Non, bah, merci beaucoup à vous pour la présentation. Et du coup, oui, ça illustre tout à fait la démarche. Et c'est vraiment quelque chose d'évolutif. En fait, on est parti quelque chose de très spécifique, plutôt petit. Et puis petit à petit, au fur et à mesure, ça s'enrichit. Mais c'est aussi lié à la dynamique de l'USMP et de Laurence qui a toujours aussi des nouvelles propositions au-delà de l'équipe du CODES et les partenariats qui se créent. Voilà, entre nous, en fait, la réflexion se nourrit de tous les partenaires. C'est un petit peu ça, cette émulation qu'on voulait mettre en valeur. Et c'est vrai qu'on a besoin d'avoir des référents identifiés dans les établissements qui sont porteurs et qui motivent les différentes équipes et qui les encouragent à travailler ensemble. Et puis, on est sur un cercle vertueux, puisque chaque action participe à la connaissance des différents services entre eux et l'action qui suivra se passe plus simplement, avec plus de fluidité. Et c'est pour ça qu'on arrive à des projets de plus en plus intéressants au final. Oui, c'était vraiment l'idée de montrer que, enfin, le partenariat, ça se décrète pas. Oui. Le partenariat, ça se construit progressivement, en s'apprivoisant, en essayant, en effet, comme Cécile le dit, il y a évidemment des difficultés à certains moments qui ont été, je pense, mis à plat et qui maintenant, en effet, même si ça demande énormément de travail de fond, et je trouve que tous mes collaborateurs qui travaillent ont vraiment un travail continu de concertation avec tous les acteurs de la prison. Le partenariat, voilà, ça se décrète pas, c'est progressivement, et par contre, en effet, ça s'enrichit chaque année quand tout le monde irait plus dans le même sens, et puis ça va aussi dans les directives nationales. Oui. Parce que ça, c'est, je pense, tout d'abord pour quand même le bien des détenus et que ça aille aussi dans l'insertion et l'aide à la réinsertion ensuite.